tous, bonjour à toutes. Vous le savez déjà, nous sommes mardi 2 avril 2024. Bienvenue dans votre émission Le Scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h. Sur le média du développement, vous nous écoutez à Conakry, à Boufa, à Bouquet, vous nous écoutez du côté des Caporo. C'est une recommandation. Merci une fois encore de nous pratiquer sur la 89.5. Merci de nous regarder du côté de Yimbaya sur le canal 113 du Bouquet Star Time. C'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité au paradis, mais en ville, dans le centre directionnel, dans le centre administratif de Kaloum, vous nous regardez via la même chaîne, le canal 113 du Bouquet Star Times. Si vous avez vos différents smartphones, Android ou iOS, vous nous regardez sur groupe Kavi Média, notre page Facebook. Vous nous regardez également sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube et sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Au menu de ce matin, le président de la transition guinéenne s'est envolé pour le Sénégal ce matin. Le général Mamadi Doumbouya doit assister à l'investiture du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Ce mardi même 2 avril 2024, il a quitté l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le tombeur d'Alpha Condé assiste à l'aboutissement d'un combat juvénile mené sur de longs moments. Mais quelle image veut-il renvoyer au reste du monde? Va-t-il s'inspirer du cas Macky pour vite organiser les élections comme le stipule l'accord dynamique? Ou est-il en train de relancer la coopération guinéo-sénégalaise au coma depuis son arrivée? On en parle dans cette émission Le Scanner. C'est vraiment une épine sous les pieds des autorités de la transition. On devait en parler hier même dans cette émission. L'engagement des anciens contractuels à la fonction publique n'est toujours pas évident après moult promesses. Ces anciens, même contre leur arriéré de salaire, ne sont pas intégrés à la fonction publique. Épuisés par la situation, ils décident une nouvelle fois de se faire entendre, cette fois en boycottant les cours de la reprise. Un acte qui sera, explique-t-il, accompagné par des marches dans tout le pays. À la veille des examens nationaux, la démarche risque-t-elle d'impacter les cours dans de nombreuses écoles, surtout à l'intérieur du pays? On en parle à nouveau dans cette émission Le Scanner. La gestion de la transition malienne est encore superflue. Aucune lisibilité ni visibilité. Et le président Assimi Goïta a préféré le silence absolu. La transition qui devait prendre fin le 26 mars dernier continue son cours normal, comme si de rien n'était. Plusieurs associations et partis politiques ont lancé un appel à la junte malienne pour une mise en place d'une nouvelle architecture institutionnelle en vue d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Un appel qui semble ne pas être entendu car les autorités militaires n'ont fait aucune annonce. Situation compliquée. Le scénario tchadien est-il envisageable au Mali? Les avis de nos débatteurs dans un instant. Le calvaire continue pour les sans-papiers en Égypte, persécutés, violentés puis emprisonnés. Ceux qui sont sans titre de séjour vivent la peur au ventre. La situation va de mal en pis. Ils sont de diverses nationalités, dont des Guinéens qui se trouvent en prison. Comment en est-on arrivé à ce stade? Nous recevons ce matin Mariam Mané, première secrétaire chargée aux affaires extérieures du bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte, section féminine du bureau exécutif du Conseil guinéen d'Égypte. Voilà entre autres sujets à débattre ce matin. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sophonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître
Et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Chaque matin, dès qu'il est 9h, l'actualité se plie au débat interactif sur le seul et unique média de développement République de Guinée. Avec moi autour de moi, les débatteurs de chaque matin. Vous également, vous pouvez participer au débat en nous écrivant sur le 629 95 67, 2 fois 629 95 67 67 pour participer à cette émission uniquement à travers vos SMS. À ma gauche, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Il a du mieux, j'espère. Oui, ça va. Ce matin, alhamdoulilah. Il faut des Bangali dans Soko, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. PM Abba Mohamed, bonjour. Que le Tout-Puissant Allah t'entende. Bonjour Abdallah, bonjour à nos auditeurs. Donc on commence par cette première actualité, Yaya Diallo, puisque vous avez déjà vu le dispositif sécuritaire installé autour de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ce matin. Le président Mamadi Doumbouya qui s'est envolé pour le Sénégal. Oui, je crois que c'était assez prévisible, en tout cas au regard de la réaction du général Mamadi Doumbouya par rapport quant à l'élection de Diomaye Faye à travers sa page officielle. Je m'étais rendu compte effectivement, même si l'invitation il n'y avait pas eu, mais la présidence... Tu tiens ça de source sûre? J'ai dit s'il y en avait pas eu, même s'il y en avait pas eu, je comprends. La présidence allait faire flèche de tout bois pour y être là-bas. Parce que, vous savez, le Sénégal, c'est un pays, c'est un État hautement stratégique en cette période de transition pour la République de Guinée, pour le Mali et pourquoi pas pour le Burkina Faso. Parce que c'est le centre de, s'il faut le faire, s'il faut le dire, c'est le centre de toutes les affaires de l'Afrique occidentale, donc de l'Afrique de l'Ouest. Alors, avoir un ou des panafricanistes à la tête du Sénégal, je crois que c'est inaubaine pour ces États qui sont en transition, qui prônent le panafricanisme qu'on peut discuter, et je crois que c'est assez discutable. Alors, je crois qu'il y aura beaucoup plus de putschistes, je le dis, encore une fois, que de présidents élus à l'occasion de cette cérémonie, parce qu'ils ont beaucoup de choses en partage. Même si c'est à discuter, même si c'est dans les discours, mais dans les faits, on sait effectivement que on est assez loin de ce qu'on dit. Alors je crois que quand on est chef, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Alors, je sois dit en passant. Maintenant, le général va être présent. Il avait dit, lui personnellement, qu'il avait hâte de travailler avec Diomaye Faye, avec qui ils avaient beaucoup de choses en partage, beaucoup de valeurs africaines en partage. On verra effectivement qu'est-ce que cela va donner. Parce que est-ce que les gens et les autres n'ont pas aussi compris ou vu dans tout cela? Parce que, excusez-moi de faire le parallèle, c'est le dossier Cellou Dalein. Cellou Dalein qui avait trouvé refuge au Sénégal et qui avait par endroit son mentor qui est Macky Sall qui était au Sénégal, donc qui semblait être plus ou moins en sécurité juridique et physique même. Donc il y a Macky qui doit quitter. Donc je crois que Cellou lui-même semble être l'autre perdant de cette élection. Donc est-ce que ça ne va pas accélérer un tout petit peu son cas ou son dossier pour essayer pour pouvoir mettre main sur lui ou peut-être le ramener ici, même si le processus était en cours entre le ministère de la Justice guinéen et celui sénégalais. On verra ce que tout cela va donner. Mais je suis de ceux qui pensent que c'est une véritable aubaine pour la junte guinéenne de pouvoir s'approcher de celui qui est légitimement élu, à la différence de tous qui sont, disons, qui s'agitent autour de lui. Parce que Diomaye Faye, et chance là que j'ai dit, Diomaye Faye et toute son équipe devraient faire attention, parce que c'est des gens qui cherchent des alliés ou se greffer
pour pouvoir asseoir une légitimité qui n'a jamais existé. Bien. Donc je crois qu'il appartient à Diomaye Faye, il appartient aux Sénégalais et tous ceux qui sont concernés par cette élection-là, parce que de toutes les façons, ils sont attendus. Ouais. Les Sénégalais les attendent impatiemment. Bien. Pour pouvoir effectivement amorcer le véritable développement. D'ici là, on était dans les discours. Maintenant, nous sommes dans les faits et on attend de voir de ce que cela va donner. Fodé Bangali dans ce cas, est-ce qu'aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya va s'inspirer ou peut s'inspirer du modèle Macky pour organiser vite ces élections équitées? Oui, normalement. Est-ce qu'on peut estimer? Oui, et tout compte fait, il faut attendre la fin de la transition pour savoir. Mais à quand la fin de la transition? Le déroulement alors? Parce que si on doit attendre la fin pour juger, ça va être grave. Oui, mais il faut attendre. On a vu Macky, on a vu la fin de Macky Sall. Oui, vous venez de dire déjà que la transition malienne devrait être actée en mois de mars là. Le 26 mars. Voilà, 26 mars. On en viendra tout à l'heure. Voilà, on est en avril déjà, donc ils sont en train de consommer un bonus. On essaie même illimité. Voilà. Donc, mais tout compte fait, et ce voyage quand même, et pour moi, m'inspire quelque chose de grandiose. Et je me réjouis de telle manière qu'il ait pu se déplacer pour aller assister à une telle investiture d'un président démocratiquement élu, un panafricain et vraiment renommé à travers Sonko, qui est la clé de voûte de ce monsieur Diomaye Faye. Donc c'est une bonne chose qu'il ait pu aller là-bas. Donc sûrement, et certains anciens dirigeants africains ou certains présidents démocratiquement élus pourront lui chuchoter à l'oreille pour le dire, bon écoute, c'est une bonne chose que vous soyez là en tant que chef de la junte, mais je pense bien pour sortir par la grande porte comme Macky l'a fait, et de façon douloureuse, même si les gens ne le disent pas. Voilà, parce que si l'élection de Diomaye Faye quand même est survenue quand même de façon douloureuse, parce que les Sénégalais se sont levés aussi contre Macky et Macky a cédé. Ils ont voté contre Macky, pas forcément pour Diomaye Faye. Voilà, contre Macky. Donc tout cela doit le servir de leçon pour le dire, bon écoute, quand vous serez de retour, vous avez vu tout ce qui s'est passé au Sénégal et Diomaye Faye est là, c'est beau. Donc organisez les élections au temps opportun pour pouvoir laisser la place à un président démocratiquement élu. C'est une prise de leçon en fait, c'est une nouvelle enseigne qu'il est en train de mener. S'il le comprend, ça sera bon, mais s'il ne le comprend pas, c'est autre chose, parce qu'il y a vraiment un grand fossé entre son discours du départ de la prise du pouvoir le 5 septembre et actuellement l'exercice de pouvoir en Guinée. Les gens quand même sont restés sur leur faim, et cela d'abord est très important. Donc il doit quand même se remémorer cela et comprendre que maintenant il est temps de laisser le pouvoir. Mais il doit aller encore pour une simple raison. Hier, si tu te souviens mon cher ami, à un moment donné je t'ai fait parvenir un article. Oui. Voilà, voyez-vous qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont, je ne dirais pas bornés, mais qui sont dans l'excès, qui pensent que le Sénégal est devenu Paris ou Washington. Donc les Guinéens qui vont là-bas se chercher, ils oublient que la Guinée d'abord a été le berceau du panafricanisme après l'indépendance. Nous avions accepté tout le monde sur le sol guinéen. Nous avions accepté de combattre l'impérialisme jusqu'au bout avec tous ceux qui voulaient le faire. Donc sans se plaindre. Et vous savez bien qu'il y a des Sénégalais ici qui vivent et qui n'ont aucun problème, qui mènent leurs activités économiques, il n'y a pas de problème, on les comprend. Donc est une terre d'hospitalité. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des pseudo-nationalistes qui disent et qui interpellent le nouveau président pour dire qu'ils sont du côté du PASTEF et que les Guinéens doivent doivent prendre des cartes de séjour pour vivre au Sénégal. Mais le Sénégal est quel pays pour cela? Il faudrait arrêter ça. Donc si nous déjà Africains noirs, nous ne voulons pas être heureux sur notre continent, comment les autres vont nous respecter? Voilà, c'est ça il faut faire attention au discours. C'est très important. Ouais. Il ne faudrait pas que Diomaye Faye quand même, qui a été élu de façon franche, qui a été élu de façon populaire, ne tombe avec ses bassesses, ses idées radicales. Donc cela sera vilain, mais tout compte fait, et j'approuve quand même une fois qu'il puisse aller, parce que c'est une prise de leçon. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Bien, l'autre question, Mohamed, c'est est-ce qu'il est en train aussi de relancer, d'autre part, la coopération guinéo-sénégalaise, qui était au coma, j'ose le dire.
Sans se tromper, ça je peux le dire que c'était en commun parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces deux pays sont liés depuis des décennies. On parlera pas, on pourrait même parler de siècles même parce que, juste un exemple, l'une des mosquées les plus vieilles de la capitale guinéenne, c'est la mosquée sénégalaise qui a plus de 105 ans aujourd'hui. Donc ça, les liens entre le Sénégal et la Guinée ne datent pas d'aujourd'hui, mais avec la situation politique aidant avec la France, le Sénégal et Senghor qui était vraiment un allié fort de la France, le nord du président Ahmed Sékou Touré a détérioré les relations entre Dakar et Conakry. Et tous ceux qui ont fui, en tout cas une bonne partie des Guinéens qui ont pensé qu'ils sont persécutés dans leur propre pays, se sont refusés dans ce pays. Et nous avons vu les cas les plus récents par rapport aux Guinéens qui se sont refusés au Sénégal parce que ça n'allait pas du tout au pays. C'est le cas des FNDC. Ibrahima Diallo, membres du FNDC. Et le président Alpha Condé à l'époque disait que c'est le Sénégal a déroulé le tapis rouge à ceux qui ne sont contre son pouvoir. C'est une belle opportunité, s'il faut le dire comme ça, même si ce n'est pas un voyage d'affaires, un voyage de négociation, c'est l'investiture, mais c'est toujours symbolique d'avoir le premier responsable du pays représenter la Guinée, marquer sa présence. Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres pays, beaucoup d'autres chefs d'État ont reçu des invitations, mais certains se sont fait représenter par d'autres hauts cadres de leur pays. Ce n'est pas le cas de la Guinée. C'est que l'histoire, ce qui nous lie, ce qui lie la Guinée au Sénégal, c'est plus que ce qui nous oppose. C'est une réalité que nous avons aujourd'hui. J'arrive même parfois à ironiser un peu en disant que le Sénégal, le lien est tellement fort qu'il y a une préfecture en Guinée, presque que je considère comme une bonne partie de nom de famille, c'est le Sénégal. Ça, c'est quel pays? Il y a des Tcham, des Kan. Des Kan, les Tcham, c'est le Dingirai. Les Dieng, tous les noms de famille que vous voyez là. Il y en a, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal en miniature, Dingirai. C'est une réalité que nous avons et c'est difficile. Du côté de l'autre côté de nos frontières avec le Sénégal, il y a combien, selon les statistiques, tant du côté du Sénégal que de l'immigration de l'OIM, il y a plus de 3 500 000 Guinéens qui résident dans ce pays, ce qui n'est pas petit. N'est pas petit dans un pays. Et la représentation guinéenne... Une forte représentation guinéenne. C'est la première. En tout cas, les Guinéens sont les premiers sur le sol guinéen. En tout cas, les plus représentatifs. Le sol sénégalais. Les Sénégalais. Les étrangers, si vous prenez 10 étrangers dans le pays, plus de 4, ce sont des Guinéens. Et l'économie, une bonne partie au niveau des détaillants, la majorité, pour ne pas dire, ce sont des Guinéens seulement qui occupent là. Et aujourd'hui, depuis combien d'années, hier, on parlait des chauffeurs guinéens, on parlait de ceux qui étaient dans les bars, on parlait des petits commerçants. Mais 20 ans, 30 ans après, dans les banques, au niveau des avocats, au niveau de l'assurance, ce sont des bonnes parties, ce sont des Guinéens qui sont là. Donc ce n'est pas à minimiser ce qui se passe là dans ce pays. Les Guinéens, aujourd'hui, on parle de la France, on parle des États-Unis, mais ce qu'on gagne à travers le Sénégal, c'est beaucoup. L'actuel Premier ministre guinéen a fait ses armes du côté du Sénégal. Grâce au Sénégal, Bahouri a pu faire vraiment sa formation, a bénéficié d'une bourse de l'ancien président, le premier président sénégalais, le Sédar Senghor. Il est parti en France faire toutes ses armes et revenir. Donc, la Guinée et le Sénégal, qu'on le veuille ou pas, que ce soit politique ou pas, on ne peut pas séparer ces deux pays. La présence de président guinéen aujourd'hui, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, le général, c'est vraiment représentatif. Quand on a vu l'explosion du dépôt, les premiers à se prendre d'hydrocarbures de Tombo qui sont venus, ce sont les Sénégalais qui sont venus. Les experts, des experts et des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers, exactement, qui étaient là. Donc le Sénégal et la Guinée, moi je comprends très bien, quand vous allez sur les réseaux sociaux, parfois des gens qui disent il y a trop de Guinéens, ils sont là, ils prennent leur job, ils font ceci, ils font cela. Ce n'est pas n'importe job que les Guinéens ont pris au Sénégal. Quand ils sont venus, ce sont les jobs que les Sénégalais ne prenaient pas. N'en voulaient pas. Et les gars, ils ont accepté de le faire. Sinon, on ne s'impose pas facilement comme ça dans un secteur donné, parce que vous-même, vous n'avez pas abandonné. Moi, je pense que ça se comprend parce qu'ils voient que les gens, ils sont en train de progresser, les Guinéens sont en train de progresser. Mais je pense que c'est bon pour les deux pays. C'est l'avantage pour les deux pays pour qu'on arrive là. Donc, je pense que cette présence
le premier Guinéen actuellement dans ce pays démontre combien de fois les relations entre les deux pays doivent être renforcées plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc le renforcement de la coopération guinéo-sénégalaise, c'est très important pour les deux nations qui sont liées par l'histoire, il faut le dire, et même la géographie, parce que nous avons une frontière commune. Oui, rapidement. Une petite précision, je crois que les relations ont été effritées par le Sénégal loin de moi d'accuser quoi que ce soit. En 2014, quand nous avions Ebola ici, ouais. C'est le Sénégal qui avait fermé. Et voilà, donc sans pitié, il faut le rappeler, toutes les frontières, voilà, donc nous lions. Donc, comparativement au Mali qui avait accepté avec tous les risques qui se lient à ça. Je crois que c'est à partir de là que nos relations diplomatiques ont dû connaître notre élan et un coup. Et puis voilà, et jusque-là, entre-temps, Alpha Macky Sall n'ayant pas les mêmes ambitions. Donc ça a entraîné effectivement une autre allure donc, de nos relations. Entre le peuple, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, mais à un certain niveau, l'État sénégalais et l'État guinéen, et c'est le cas aussi d'Ahmed Sékou Touré à un certain niveau, qui avait considéré l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, et celui de la Côte d'Ivoire, Boigny, comme étant ce qui serait effectivement à la base de tout ce qui est arrivé à la Guinée. Et c'est quelque chose qui peut être justifiable. Mais ça, il faut le dire, que c'est qu'on peut... Rapidement, on a trop de sujets à débattre. Oui, c'est vrai que mais c'est quelque chose qu'il faut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est détérioré avec le président Alpha Condé, mais du côté de la Guinée, on n'a pas facilité, parce que quand il y a eu réouverture des frontières, la Guinée, l'arrivée de président léonin en Guinée, le président guinéen a continué à fermer les frontières de notre pays comme du côté du Sénégal. Ce qui est déjà compris, donc on va suivre ce départ du président Mamadi Doumbouya, suivre l'actualité de ce côté, cette investiture qui se tient aujourd'hui même du côté du Sénégal. Première réaction d'auditeurs et téléspectateurs sur le 629 95 67 67. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi à Guiguel, c'est dans Miti d'Alaba. Le Guinéen est champion en démagogie. Nous sommes inscrits dans une logique de téléspectateurs amorphes de bons actes qui se déroulent dans le monde. Ce fameux CNRD est incapable de nous organiser des élections. On se déporte ci et là, écrit-il, pour aller maquiller les festivités d'investiture des voisins pendant que nous sommes privés de toutes sortes de libertés. Alpha Zidane, du côté de Kiroti, notre fidèle auditeur. Et cette autre réaction. Bonjour les meilleurs du siècle présent. Ça c'est trop, hein. Allez. Je tiens à vous informer qu'il y a d'autres lots de contractuels au ministère de la Sécurité depuis 2015. Nous aussi, nous demandons notre engagement. C'est très simple, monsieur. Puisque vous n'avez pas signé votre nom, vous pouvez, après cette émission, rentrer en contact avec nous. Nous, on va essayer de comprendre ce qui se passe de ce côté. Et en tout cas, notre enquêteur en chef va s'intéresser à votre cas d'ici là. Et il va peut-être prendre votre contact pour essayer de rentrer en contact directement avec vous après cette émission. Et Alpha Zidane qui enchaîne, il dit: imaginons que le président du CNRD prenne la parole en public au Sénégal. Qu'est-ce qu'il aurait comme message à livrer? Il pose la question, Alpha Zidane. Bon, seul lui peut répondre à cette question, Zidane. Cette autre actualité, c'est vraiment une épine sous les pieds des autorités de la transition, les enseignants contractuels ou l'engagement des enseignants contractuels qui traînent toujours. Ces enseignants aujourd'hui épuisés par la situation veulent se faire entendre en boycottant les cours dès la reprise prochaine. Une situation inquiétante mais occasionnée par eux-mêmes. On en parle à nouveau dans cette émission, Mohamed. Oui, encore, on ne va pas se fatiguer de parler de cette situation qui continue à persister. Et certains disent, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Moi, je dirais, tant vaut l'enseignement, tant vaut vraiment la nation. Aujourd'hui, si on a, nous, la chance, cette exclusivité de pouvoir s'asseoir, de parler en direct, de s'adresser à la nation, c'est parce que quelque part, il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées pour nous, de nous donner des cours de français, des cours de rédaction, des mathématiques et tout ce que nous pouvons, et pouvoir parler de Senghor, d'Ahmed Sékou Touré, tout ça, c'est parce que quelqu'un ou des gens, un groupe de personnes se sont sacrifiés, préparé leurs leçons et nous donner. Aujourd'hui, si on pense que ceux-ci ne méritent pas d'être vraiment valorisés, ne méritent pas d'être renforcés, afin que les futurs cadres de ce pays
bénéficie aussi de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, je pense que c'est de se tromper, et je dirais même c'était une façon de tuer la nation, parce que à ce rythme, on ne donnera pas de la valeur, de la chance du côté de l'éducation ou du côté des enfants guinéens dans 10 ans, dans 15 ans, parce que la formation n'y est pas, parce qu'on a boycotté la formation. Aujourd'hui, il y a, avec l'ancien gouvernement, on avait dit qu'il n'allait pas avoir de congés, c'est pour ce mois d'avril, mais malheureusement on bénéficie parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts. Aujourd'hui, dans les conditions normales, on avait dit qu'il allait avoir une réduction, pardon, pas forcément pas de congés. C'était même parlé, non, il disait même que c'était de revoir le congé, on n'allait pas bénéficier des congés à 100% comme on le dit aujourd'hui. Donc c'est quelque chose quand même qu'on devrait tenir compte, tellement on a passé beaucoup de temps à la maison. C'est quelque chose qui est à revoir du côté des autorités du pays. Les enseignants, les contractuels, c'est qu'on peut dire pour, je ne sais pas, pour un bûcheron, pour je ne sais pas pour quel secteur encore, on devrait revoir vraiment le budget de l'éducation afin qu'on accorde de l'importance à l'éducation guinéenne. Parce qu'à ce rythme, on va avoir du mal à concurrencer les étrangers dans notre propre pays. Ce n'est pas à l'international, mais au niveau national. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du secteur éducatif, c'est regrettable, c'est déplorable s'il faut le dire, et l'enseignant guinéen en train de tirer le diable par la queue, voire même s'il n'a pas arraché la queue du diable. Bien, il faut le dire, il faut des Bangali dans ce cas. Par rapport à cette actualité aujourd'hui, les enseignants contractuels qui n'ont que leurs yeux pour pleurer, après avoir renoncé à leur arriéré de salaire. Ils ont toujours pleuré, ils continueront toujours de pleurer. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Vous savez quand même que c'est le métier le plus noble du monde. C'est ça la vérité, parce que c'est la transmission de la connaissance. Donc depuis longtemps quand même les enseignants, et en Guinée, la majorité. En Guinée particulièrement, parce que si je parle de façon mondiale, ça sera trop large, mais on déchait et on prêchait dans le désert. C'est ça la vérité. C'est écœurant, voyez-vous, qu'il y a des professeurs que nous connaissons déjà, que moi, quand certains amis les rencontrent, on les fuit. Et pourtant, si aujourd'hui on se plaît de parler ici ou d'analyser les choses ou de parler des choses, c'est grâce à eux. Donc, c'est demander quand même maintenant là, au gouvernement de M. Bahouri d'être tolérant et d'être indulgent, d'être à l'écoute de ces gens. Parce qu'aujourd'hui, plein d'entre eux ont laissé leur famille pour aller s'installer dans des cabanes à l'intérieur du pays. Certains n'ont jamais quitté Conakry depuis leur naissance. Mais comme ils sont à la quête de cette fonction publique, ils sont obligés de se déplacer et aller à l'encontre d'une autre Guinée. Donc ça va leur permettre d'abord de découvrir la Guinée de façon générale, et en plus aussi permettre aux enfants qui n'ont pas l'opportunité d'être dans la capitale parce que leurs parents ne se sont pas installés dans la capitale, d'être auprès de ces enfants pour pouvoir les aider pour leur avenir. Mais si cela n'y est pas, cela est vraiment compromettant et incompris pour moi, parce que jusqu'à présent, imaginez-vous que les gouvernants, quand ils sont là, ils demandent toujours oui, attendez, mais eux, leur salaire tombe à la fin du mois, en fait, du tic au tac. Et c'est des millions. Ils ont des primes, ils ont des caisses de souveraineté qui font fonctionner, ils ont des voitures, les enfants voyagent, ils ont tous les privilèges. Mais ceux qui permettent à vos enfants là d'étudier, ceux qui permettent à vos enfants là d'être des futurs cadres, pourquoi vous ne le regardez pas? Mais pourquoi tout le temps c'est le problème des enseignants qui est sur la table et jamais on ne trouve solution? C'est de la haine, c'est vraiment du mépris. C'est du mépris, c'est pas humain. Donc j'aimerais, lorsqu'on parle d'électricité, on parle d'eau, on parle de ceci, on parle de cela, mais regardons maintenant la situation de ces gens-là et essayons de régler ça une fois pour toutes. Cela est important. Parce qu'aujourd'hui, si chacun est fiable de ses enfants, dire mon fils a été premier à l'école, deuxième à l'école, il étudie bien, c'est grâce à ses enseignants. Donc, il faut traiter le problème des enseignants au même niveau que les autres problèmes. Parce que l'homme, dans son magistère, n'aime vivre que le bonheur, dire oui, je veux des voitures, je veux ceci, je veux cela. Mais parce que tu as compris et tu as appris de quelqu'un. Donc si cette connaissance ne venait pas de cette personne, tu allais être quoi? Si aujourd'hui on analyse, on fait, il y a trop d'avantages que ces gens-là nous donnent. Donc valorisons-les. Parce que je vois même des cadres, quand ils voient leurs anciens professeurs dans la rue, je vous assure, M. Abdallah, il court. Il ne veut pas qu'ils les voient. Parce qu'ils continuent à marcher à pied, d'autres sont jusqu'à présent en moto. Mais c'est la vérité, mon cher ami. Ouais. Cette réalité, c'est des réalités basiques, mais que les gens ignorent souvent, ou bien les gens font exprès de ne pas voir. Donc, quand même, c'est un cri de cœur. Moi, j'interpelle maintenant M. Bahouri, parce que quand je parle du général, ça c'est autre chose. Ça, le problème est trop grand. Ouais. Voilà. Mais pour M. Bahouri,
il doit s'inscrire vraiment dans les annales de l'histoire, à soulager maintenant ses professeurs, ses maîtres. S'ils doivent être exemptés maintenant là, de concours pour être à la fonction publique, parce que depuis là, c'est des contractuels. Hein, et depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même sont décédés, d'autres ont divorcé, plein. Parce que j'ai écouté quelqu'un, vraiment, ça m'a donné des tournis. Donc, il n'a qu'à régler leurs problèmes pour la Guinée, parce qu'avec ça, c'est la Guinée qui gagne. Avec ça, c'est l'éducation guinéenne qui gagne. Avec ça encore, c'est la promotion de l'intelligentsia guinéenne qui gagnera encore sur le plan international. Oui, il y a Diallo, la souffrance qui s'accumule pour les anciens contractuels. L'on se rappelle, c'est un devoir de mémoire. Le mouvement syndical guinéen, après l'arrestation et la détention prolongée de Sékou Jamal Pandessa, avait mis dans ses griefs cette revendication, c'est-à-dire l'intégration des anciens contractuels à la fonction publique. Depuis la libération notamment de Sékou Jamal Pandessa, il y a eu une première rencontre entre le mouvement syndical et quelques acteurs engagés ou dépêchés par le gouvernement guinéen. Depuis lors, blackout total, rien n'est dit. Et si aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'attendre à une crise dans l'éducation guinéenne, une autre crise de plus? Peut-être c'est l'exacerbation de la crise, sinon elle était latente depuis longtemps au niveau du secteur de l'éducation. Puis moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai que ces enseignants souffrent. J'ai compatis à leur douleur. En cette circonstance, même ceux qui sont au travail, supposés être au travail, qui perçoivent des salaires, ont du mal à pouvoir vivre avec leurs salaires. Je crois, vous imaginez pour celui qui ne reçoit absolument rien. Donc c'est assez dramatique pour cette catégorie d'enseignants, donc ces contractuels-là. Et je crois que personne n'aimerait être à leur place aujourd'hui. Et donc c'est le lieu pour nous, et pour moi personnellement, de demander à l'État d'essayer de faire une décantation. Cependant, je ne suis pas de ce qui pense qu'il faut, puisqu'on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans en tant que contractuel, il faut d'emblée être intégré dans la fonction, au niveau de la fonction publique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors là, qu'on donne leur arriéré de salaire. Non, je crois qu'ils parce que c'était le deal. Non, c'est pas, c'est un deal. C'est un deal, mais personne ne les a obligés. Non, on les a pas obligés. On les a pas obligés. C'est assez dur. Est-ce qu'on les a obligés? Non, mais est-ce que le gouvernement aussi était obligé d'accepter? Non, mais oui, mais le gouvernement, c'est un compromis. C'est parce qu'ils étaient inintelligents. J'ai dit, c'est les 16 enseignants qui sont inintelligents. Un enseignant peut ne pas avoir de l'argent, mais de l'intelligence. Un enseignant, c'est quelqu'un de réfléchi. Il savait que rien n'était obtenu. Et il n'avait pas ce qu'on appelle les moyens de pression. Il n'avait pas de garantie. Effectivement. Et rien obtenu. Il n'avait pas les moyens de pression. Au cas où, si l'État n'arrivait pas à respecter ses engagements, sur quoi il pouvait s'appuyer effectivement pour mettre de la pression sur l'État, éventuellement et obtenir gain de cause. Ça n'a pas été le cas. C'est en cela que j'ai dit, les coordinations ou ceux qui sont disons, les représentants de ces contractuels-là doivent se remettre en cause parce qu'il y a eu assez de manquements dans leur façon de faire. Donc, ceci dit, au niveau de ces enseignants contractuels, je vous dis encore une fois, nous sommes là aujourd'hui, nous compatissons. Nous savons très bien que la situation que ces enseignants traversent aujourd'hui est une situation absolument inacceptable à tout point de vue pour toute personne et puis des justices sociales. Mais il y a là des enseignants qui constituent, à mon avis, une catastrophe pour l'éducation guinéenne. C'est des... Non, mais... tu n'es pas tendre avec je vous invite. Non, tu as été enseignant. J'ai enseigné, oui. Tu as été enseignant. J'ai enseigné, et vous savez, il faudrait que tu sois une des raisons fondamentales. Moi, il y avait un de mes professeurs qui m'avait dit, bon, il faut prendre la philosophie. Tu peux enseigner la philosophie. J'ai dit oui, je peux enseigner la philosophie. Mais est-ce que je peux bien enseigner la philosophie? C'est là où se trouve disons la question. Il faut être honnête avec soi-même. J'ai enseigné la littérature à un certain niveau. Je me suis rendu compte que dans les privés, il n'y avait pas de sérieux. Et quand il n'y a pas de la rigueur, vous ne pouvez pas dispenser parce que l'enseignant perd automatiquement son autorité en situation de classe. Et quand vous ne jouissez pas de toute votre autorité, vous ne pouvez pas donner les cours comme ça se doit. Donc voilà, entre autres, de faits. Mais je suis de ceux qui pensent que je vous invite d'aller dans leur plateforme d'échange. Vous conviendrez avec moi que le niveau. Ça n'existe pas. Le niveau n'existe pas. C'est-à-dire que
La faute est à qui? doivent- La faute mais- est mais- à mais- l'État. La faute est à Mais il faut la faute à l'État. S'il y a le laisser aller, vous ne contribuez pas à la formation de ces... Accepter une chose. Là, on refuse. Mais que ces gens-là qui crient sur tous les toits, Bon il Dieu. faut qu'on soit intégré au niveau de la fonction publique. Pourquoi faire au niveau de la fonction publique? mais pourquoi- pourquoi- mais mais c'est c'est eux eux qui qui disent disent à des mon avis. mouvements de- Non, mais aujourd'hui, je te comprends pas, Il faut cher que ami. vous- il faut qu'on soit logique dans ce Non, on est logique. Là, Oui. c'est pas parce qu'on veut que ces gens-là soient intégrés, c'est pas parce qu'ils ont consenti un sacrifice pendant plus de 5 ans en étant des contractuels au niveau de l'enseignement qu'il faut accepter de prendre même les dangers, les futurs dangers de notre secteur. on peut éducatif. les C'est pas former. pour aussi On peut les volontairement former. que tu as quitté. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut d'abord faire une décantation, les sortir disons, de cette posture de contractuel, les former effectivement et après disons, les mettre à la disposition du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Mais à ce stade-ci, ce sont des gens qui constituent un véritable danger Bon Dieu. pour la République. Yaya Et Diallo. donc, comme tel, je suis de ceux qui pensent que l'État doit prendre sa responsabilité. Ce qui n'exempte pas l'irresponsabilité de l'État qui continue à tout bout de champ. Parce que quand on fait le parallèle, il y a un de mes confrères qui avait rappelé effectivement cette vie ostentatoire dans laquelle certains dignitaires ou certains dirigeants se retrouvent aujourd'hui, ce qui devient une insulte, disons, à l'égard d'un certain Guinéen, d'un certain cadre guinéen qui sont, disons, quotidiennement au travail, qui travaillent pour l'État, mais qui ne reçoivent pas, disons, le salaire qui sied. Donc ça, c'est une injustice qu'il faut combattre. Je suis de ceux qui pensent que l'État doit pouvoir effectivement revoir cela. Au-delà d'engager ces enseignants contractuels, l'État doit pouvoir investir, pourquoi pas doubler le budget au niveau de l'enseignement pour pouvoir effectivement mettre en service ou effectivement en marche ces services qui consistent à renforcer la capacité de ces enseignants-là. La formation continue, parce que c'est quelque chose qui manquait à notre corps enseignant, pour que nous sortions dans cette situation de léthargie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'éducation guinéenne bat de l'aile. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un secteur qui, du jour... Chaque année, c'est un ancien qui me le disait. Il dit chaque année, faites le constat. Chaque année, on constate une dégringolade au niveau du niveau de l'enseignant et de l'élève. Ça, c'est un fait. Ça, c'est de la faute de l'État. Ça, c'est un fait. Ça, c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Et la faute de l'État, je crois que si on arrive effectivement à situer cette responsabilité ou cette faute de l'État, on va toucher effectivement à tous les niveaux. Et vous et moi, parce que aujourd'hui, tous les Guinéens que nous sommes habitués à la compromission. Chacun veut avoir quelque chose sans pour autant avoir le mérite qu'il faut. Bien, oui, il faut des Ce que Bengalis. j'aimerais dire, je vois qu'il a quitté volontairement l'enseignement. Et toi, tu es dans l'enseignement. Non, oui, attendez. Non, mais il a ça, quitté il faut volontairement. ajouter. Ça Et dépend. aujourd'hui, je ne ferai pas quand même l'avocat du diable, mais je ferai quand même l'avocat pour les enseignants. Cela est très important. Ah bon? Oui, parce que il vient de taper de manière vraiment à assommer ces gens-là totalement. Il dit qu'il y a plein qui n'ont pas de niveau, mais si nous prenions aujourd'hui tous les secteurs, la santé, l'éducation, l'énergie, ainsi de suite, vous verrez qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de niveau. Ici, chez nous, à un moment donné, il y a eu un contrat de performance entre le gouvernement et le président de la République. Tout le monde attendait les résultats, non? Mais est-ce que ça a été acté? Nul ne sait où c'est passé. Donc, les gens savaient déjà qu'il y avait assez de totaux. Mais on ne parle pas de ça. Et que c'est aujourd'hui... On a mis des totaux à moto. Voilà, plein. Il y avait assez de totaux. Mais on les a mis à moto. Voilà, à moto. Voilà, Donc, ils étaient en ça, mon cher ami. circulation. Et aujourd'hui, ces gens qui se battent au moins, même s'ils n'ont pas le niveau, pour être acceptés dans la fonction publique, pour être formés, pour être équipés, on ne leur parle de moyens et après maintenant c'est pour dire non qu'ils n'ont pas de niveau. Mais cela est écœurant. Si vous ne mettez pas de budget, si vous ne mettez pas des conditions qu'il faut à leur disposition, Si vous ne vous bougez pas. si vous ne bougez pas, comment cela peut y être fait? Ouais. Non, cela est incompris. Et au même moment, il recrute des gens dans beaucoup de secteurs qui n'ont aucun niveau. Et pourtant, ces jeunes-là se battent nuit et jour, bec et ongle pour être là-bas. Simplement pour dispenser les cours. Donc, c'est vraiment pour moi une incompréhension qu'aujourd'hui, quand même, que mon cher ami puisse sortir l'artillerie lourde pour les bombarder de cette manière. Non. On peut comprendre. C'est une mise au point. Excuse-moi. C'est Vous une mise au prenez point. 100, Dans ce vous prenez corps, 100 nous enseignants. compatissons à au les moins- douleurs, au moins, mais cela il y ne aura veut pas dire qu'il 50 faut au moins, prendre tout le monde et mettre à la 50 au fonction moins qui sont publique. bons. Il y aura 50 au moins qui sont bons. C'est le pour plus spolier important. complètement Parce que l'administration la vie aussi, c'est la éducative, non? complémentarité. Tu ne peux pas prendre un secteur où tout le monde est bon.
C'est ça la vérité. Vous pouvez voir même des professeurs agrégés et qu'il y ait parmi eux des enseignants-chercheurs qui n'ont même pas de titre de doctorat, qui s'expriment mieux que le professeur, qui dispensent mieux le cours que le professeur. Voilà. Donc cela est dû aussi à un don de Dieu. Donc même s'ils ont des tares, le fait déjà de prouver qu'ils sont prêts quand même à travailler et à venir au secours des enfants, je pense que c'est une aide qu'on doit leur apporter et accepter cela. La décantation dont il parlait, je suis entièrement d'accord. Il faut décanter du vrai et du faux. Parce que le Guinéen aussi s'inscrit dans le faux souvent, parce que à chaque fois qu'on parle de recrutement sur les plateformes ou de façon directe, nous voyons même des gens qui sont assis dans des coins pour faire des faux diplômes, pour tenter simplement leur chance. Des vendeurs de charbon, des mécaniciens, on en a vu ici, des danseurs même. On a vu tout ça dans ce pays. Voilà. Donc là, je suis d'accord, mais on doit décanter pour ceux qui veulent travailler, qu'on les aide, c'est ça. Mais dire que voilà, ils n'ont pas de niveau, si c'est ça là, en Guinée, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de niveau, mon cher ami. Bien, on sait qu'il y a déjà... Et il faut avoir le niveau qu'il faut pour enseigner. Mais ça, c'est une responsabilité partagée. Moi, je pense que c'est une responsabilité partagée, c'est une réalité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Au quotidien. Au quotidien, s'il faut le dire aujourd'hui. Et vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui vont à l'école, dans les conditions normales, ce ne sont pas des gens qui vont jusqu'à l'université, terminer leurs études parce qu'ils n'ont pas eu d'orientation, n'ont pas eu de boulot, qui vont en classe, c'est parce que son frère, sa maman, sa tante, son voisin a une école qui va aller enseigner là. Ce n'est pas ça seulement dans ce pays. Nous avons un institut supérieur des sciences de l'éducation. ISEG de Lambani qui existe. Bien avant l'ISEG, il y avait Manéa qui existait. Et ce sont chaque année, nous avons des dizaines. C'est l'école nationale des instituteurs, ENI. Et l'école nationale au niveau primaire, il y a l'école nationale des instituteurs qui existe. Il y a cette école même au niveau de Conakry à Tombo ici que nous avons, tout près du Palais du Peuple. C'est parce que l'État ne fait pas quelque chose, n'a pas une bonne politique pour pouvoir donner de la valeur à l'enseignant guinéen. C'est ça la réalité que nous vivons aujourd'hui. Si vous voyez, on se permet parce qu'on peut aligner deux phrases. On se présente dans une salle de classe pour donner des cours, c'est parce que c'est l'État qui ne joue pas son rôle. Sinon, l'ISEG nous donne chaque année des professeurs de physique, des professeurs de français, de géographie, chaque année. Mais comprenez une chose, il y a aussi là un souci. Pour ceux qui sortent de l'ISEG, préfèrent les écoles privées, les établissements privés à cause du taux horaire. Un exemple frappant, c'est mon cher Dansoko qui préfère les établissements privés. Ça, moi, par exemple, je n'ai évolué que dans les établissements privés parce que je me disais que le taux horaire était mieux. Et donc, je préférais gérer une école privée où je me sentais plus à l'aise que de me retrouver 5 ans, 4 ans en train d'attendre à la fonction publique où j'ai un maigre salaire de 300 000, 200 000. Il y a aussi ce facteur. Comment je vais dire, pas Yaya, Abdallah, il faut préciser que tout dépend dans un pays, ça dépend de la politique. C'est-à-dire, pas la politique politicienne, mais ça dépend de la stratégie que vous mettez en place pour donner de la valeur à vos différents départements qui s'occupent de la vie des citoyens. Que ce soit au niveau de la pêche, de l'éducation, de la communication avec les journalistes, il faut une bonne politique. Si vous n'avez pas une bonne politique, vous ouvrez la porte à n'importe qui de rentrer dans votre cours et vous allez avoir des problèmes à les faire sortir. Aujourd'hui, Yaya a précisé quelque chose qu'il faut quand même accepter dans tout ce qu'il a dit. J'étais pas d'accord, mais en partie je comprends. Oui, on ne peut pas prendre tout le monde, mais on ne peut pas accepter de faire travailler tout le monde. Après on joue, on fait le petit bandit, à ne pas dire que non, renoncez à vos salaires, l'après maintenant on verra. Ceux-ci aussi renoncent parce qu'ils ont toujours l'espoir d'être là. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne stratégie. On peut se plaindre aujourd'hui de tout ce qui se passe, mais si on se prépare, on dit dans 5 ans, on va mettre une bonne stratégie qui peut faciliter l'éducation guinéenne de donner des bons cours aux enfants. Mais si cela n'est pas le cas, on continuera toujours à se plaindre, on aura toujours des difficultés à s'en sortir dans ce que nous sommes aujourd'hui. On est englués. Aujourd'hui, on est embourbé, on est englouti, on est happé, on est embourbé, on est dans une situation dont on ne sait pas par où sortir. Et ça devient compliqué. Et chaque année, retenez bien, chaque année, il y a des centaines d'étudiants guinéens qui sortent de l'éducation, qui veulent donner des cours. Et c'est des centaines de personnes, voire même parmi ceux qui sortent de sciences de l'éducation, qui prennent la route de la Méditerranée pour aller en Europe. Pourquoi? Parce que l'État ne met pas une bonne stratégie. L'État ne rehausse pas le budget au niveau de l'éducation. Bien, ce qui est compris. Donc, il faut en tout cas rappeler à l'ordre de chacun les différentes parties parlant des anciens contractuels et notamment de l'État qui doit
assumer, s'assumer et assumer ses responsabilités. C'est très important. On va avec la réaction de quelques auditeurs et téléspectateurs au stand 629 à 95 67 deux fois. Bonjour Monsieur Abdallah, c'est une bonne chose du fait de voir le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya prendre part à l'investiture du nouveau président élu de la République du Sénégal. Il faudra tenir compte que les Guinéens qui y vivent pour leur... Il faudra tenir compte les Guinéens qui y vivent pour leur sécurité qui reste menacé. Ataoulaye Mobantignel qui apporte cette autre précision. Il est important de recadrer ce nommé Taïro Sall qui a fait aujourd'hui la promotion de la xénophobie. En tout cas, il doit être rappelé à l'ordre. C'est très important pour lui. Bonjour, c'est Alpha depuis Kapororaï. L'écoute est très favorable. Le président doit faire comme Macky Sall. Bon voyage au général, que Dieu bénisse la Guinée. Merci, cher ami. Bonjour les meilleurs. C'est une opportunité pour le chef de la junte d'aller s'inspirer du Sénégal. La démocratie, ce n'est pas un mot, c'est plutôt un comportement. Keïta Korfo depuis Kiroti. Merci Keïta, fidèle auditeur de cette émission. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à toute l'équipe du Scanner et bonjour au paradis. Le Sénégal est un modèle de démocratie. Félicitations au peuple sénégalais. La seule erreur que les Sénégalais ont fait, c'est d'avoir invité les putschistes illégitimes et illégaux qui ont braqué les armes sur des présidents démocratiquement élus pour prendre le pouvoir par la force sans passer par la voie démocratique. C'est Boïba depuis Kissidougou, un autre auditeur fidèle de cette émission. Et cette autre réaction. Bonjour Kavi Média. Dans tous les secteurs du pays, le corps enseignant est le plus élevé en termes de niveau. Donc soyons sérieux. L'enseignement est la pièce maîtresse de tout. Il mérite l'accompagnement de l'État en termes de politique. Voué aux gémonies, ce corps est tout simplement dans le nihilisme. Abdoulaye Koya. Abdoulaye Koya, peut-être que vous avez mal compris. Il faudrait qu'on accepte l'opinion des uns et des autres. Il y a des anciens qui n'ont pas de niveau. Nous avions été anciens. Sur ce plateau, il y a 3 sur 4 qui ont été anciens avant de se retrouver dans ce métier. Donc nous savons, nous sommes aussi dans le bon. Nous savons ce qui se passe de ce côté. Donc nul doute, il faut le dire ici, c'est la diversité des opinions. Il faut l'accepter. C'est important. Continuez toujours avec vos réactions sur le 629 95 67 deux fois. On parle de cette autre actualité. La gestion de la transition malienne est encore superflue. Aucune lisibilité ni visibilité et le président Assimi Goïta a préféré le silence absolu. La transition qui devait prendre fin le 26 mars dernier continue son cours normal comme si de rien n'était. Plusieurs associations et partis politiques ont lancé un appel à la junte malienne pour une mise en place d'une nouvelle architecture institutionnelle en vue d'organiser dans les meilleurs délais les élections présidentielles. Un appel Fodé Bangali Dansoko qui n'a pour l'heure pas été répondu par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Oui, voyez-vous d'abord que le Mali, il y a comment dirais-je, est un pays stratégique pour l'Occident et pour les pays africains étant très enclavés. Donc nous savions déjà les problèmes auxquels les Maliens sont confrontés actuellement. Ouais. Donc le terrorisme, le problème de sécurité, ainsi de suite. Donc ils ont un atout dans leur manche pour dire oui, nous ne pouvons pas organiser ces élections parce que le problème sécuritaire s'impose à nous. Et cela est dur depuis longtemps parce qu'ils sont venus au pouvoir depuis 2020. Donc c'est l'aîné des transitions, de toutes les transitions actuellement qui se passent aux côtes ouest africaines. Ouais. Donc cela n'est pas négligeable. Vous voyez-vous, et que certains même sont devenus des vrais jumeaux. Je ne cite pas leur nom parce que Goïta, depuis son arrivée au pouvoir, depuis sa tentative d'assassinat lors d'une fête, c'était une fête de Ramadan, quelque chose comme ça, dans une mosquée de Bamako, il s'est terré, il s'est mué dans un silence total. Il n'intervient pas, il ne sort pas, il ne parle pas, ainsi de suite. Parce qu'il connaît aussi que les Maliens sont assez bavards. Donc son gouvernement a été formé
et sur la base d'une coalition aujourd'hui dirigée par M. Choguel Maïga, le docteur éminent, donc que je respecte beaucoup. Et il fait vraiment le jeu de la junte, il fait le jeu du panafricanisme, il fait le jeu du souverainisme ou de cette forme de liberté retrouvée et d'arracher maintenant la liberté à la France, même à se moquer un peu de notre transition, oubliant que l'inspiration qu'ils ont vient de chez nous. C'est ça, c'est Sékou Touré qui l'a fabriqué pour les francophones. Ça, il n'y a pas il n'y a rien à dire sur ça. Mais ce qui reste clair, les Maliens ont compris qu'ils ne sont plus maintenant dans l'optique d'organiser les élections. Parce qu'au Mali, les forces sont assez différentes par rapport à la Guinée. Là, il y a les religieux aussi qui sont dans la danse. Là-bas, on ne fait pas la religion pour parler des fidèles ou comment se comporter, ce que le livre saint nous dit. Les imams vont au-delà, les prédicateurs vont au-delà de ça. Ils parlent de politique, ils parlent de l'homme politique, ils parlent de la gestion de la chose publique. Et c'est ce qui fait la particularité du Mali. C'est ce qui fait que le Mali est un pays quand même difficile à gérer. Donc il y a la société aussi qui est multiculturelle. Il y a les Peuls, il y a les Sonogo, ainsi de suite, il y a les Bambara. Tout ça là, les Arabes, ainsi de suite. Donc c'est un peuple assez cosmopolite qui crée assez de problèmes de voisinage. Donc aujourd'hui quand même, Goïta et son gouvernement ne sont plus dans l'esprit de la majorité des Maliens, parce qu'ils voient que ce n'est pas des gens qui sont prêts à quitter le pouvoir. Au lieu de prendre l'argent et d'organiser déjà, se lancer maintenant dans l'organisation des futures élections, ils continuent à s'armer. Mais moi, sur ce fait, je les comprends, et cela est tout à fait noir. Pas de sécurité, pas d'élection. Là, il faut le dire. Il faut d'abord la sécurité et après les élections. Et certaines transitions n'ont pas les mêmes problèmes qu'au problème du Mali. Donc avec le Mali, les Maliens doivent faire assez attention, parce que le Mali d'abord, c'est un pays qui est convoité par les Occidentaux. Je ne parlerai pas de l'impérialisme, mais certains ne sont pas assez contents de pouvoir quitter de façon honteuse le Mali. Donc ils feront tout aussi pour animer les acteurs sociopolitiques, pour mettre du bâton dans les roues, dans le bon déroulement et le bon fonctionnement de l'appareil transitoire. Donc aujourd'hui, Goïta quand même, moi, son salut, et c'est pas lui seulement, toute cette forme de junte qui dirige actuellement les pays d'Afrique de l'Ouest, qui veulent redonner leur... veulent donner au peuple leur souveraineté, leur honneur. Tout cela est beau, mais je vois que assez déjà, ils ont rectifié un peu le tir, qu'ils organisent quand même des élections libres et transparentes, acceptées de tous, pour que le peuple puisse élire une fois de plus un président démocratiquement élu, qui puisse continuer maintenant et finir maintenant avec ces coups d'État. Mais le point aussi qui m'inquiète, c'est le cas du Tchad. Voyez-vous que déjà le jeune, il avait promis de ne pas être candidat. Donc c'est ce que je disais souvent. Donc le fait que Déby soit candidat, et probablement il sera élu, probablement, ça c'est clair, parce que là-bas aussi c'est un autre cas, il sera élu. Donc ça peut inspirer aussi les autres, ça peut leur titiller, ça peut leur fouetter dans leur orgueil de fermer les yeux pour dire je peux être candidat, je suis tant, et puis voilà, concourir et ne pas vouloir quitter. Oui, Mohamed, est-ce qu'aujourd'hui le scénario tchadien est à craindre du côté du Mali? À craindre, je ne sais pas, parce que c'est ce qui est en train de se passer avec Goïta et son équipe. C'est effrayant, ça devrait donner à réfléchir aux Maliens. Et heureusement, les 80 structures politiques de la société civile ont commencé à taper sur la table, attirer l'attention de la junte au pouvoir. Attention, la date que vous avez donnée, vraiment le 26 mars déjà consommé. Depuis combien d'années maintenant? 4 ans de transition, je crois que c'est trop. La raison invoquée, parler de la sécurité, l'insécurité du côté de Sahel, ce n'est pas demain qu'on va finir avec ça. Ce n'est pas demain. Et ce n'est pas eux qui vont mettre fin à cela. Ce n'est pas la junte au pouvoir. Parce que ce qui se passe au nord du Mali, ou voire même Mali en général, ce n'est pas un truc qu'on peut terminer en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. L'essentiel, ce qui est mieux, c'est d'avoir
une transition, comme on appelle, un pouvoir démocratiquement élu, un pouvoir démocratiquement instauré dans le pays, c'est ce qui peut faciliter les choses. Ce n'est pas dire qu'avec la transition, avec les militaires, on peut vraiment remplacer banalement la démocratie dans ce pays. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est d'organiser les élections et vraiment laisser les hommes, les élus du peuple, s'installer, se mettre au sommet de l'État pour qu'on puisse vraiment sortir ce pays de ce qu'il connaît depuis combien d'années. Parce que le Sénégal, c'est un pays vaste, c'est un vaste, immensement vaste, qui a aussi ses ressources et ses qualités. Vous ne pouvez pas comprendre dans ce pays, malgré le désert de mines, mais ce pays arrive à ravitailler la Guinée sur le plan, sur certains produits agricoles, dont l'oignon et je ne sais encore quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de valoriser, attirer l'attention de Goïta, qu'on ne peut pas s'éterniser au pouvoir, tant pour ceux qui ont été élus, passer un premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, la même chose est valable pour les militaires qui s'installent, qui viennent aussi au pouvoir, dire qu'on vient pour balayer et il faut parfois se lever, balayer le balayeur pour qu'on essaie de mettre la situation claire. Aujourd'hui, les Maliens ne savent plus que faire. Les Maliens sont confrontés à une chose qui est compliquée pour eux parce que Goïta ne donne aucun signe qui peut rassurer le peuple malien qu'il est prêt à partir, qu'il est prêt à organiser les élections. Bien. La sécurité ne peut pas être un argument pour s'éterniser au pouvoir. Bien. Il faut penser à ce peuple martyr de Mali qui a fait vraiment le bonheur de l'Afrique de l'Ouest, il faut le dire comme ça, parce que le panafricanisme qui permet aujourd'hui à ces jeunes militaires au pouvoir de s'éterniser ne date pas d'aujourd'hui. On l'a vu avec d'autres personnes. On a vu la Guinée, le Sénégal, la Guinée, le Mali et je ne sais encore le Burkina Faso, qui avait été vraiment d'essayer le Ghana plus précisément, qui avait été de créer un seul pays afin de renforcer la démocratie, afin de renforcer l'unité africaine. Mais aujourd'hui, c'est qu'on voit, je pense que les jeunes essayent de profiter des biens, des valeurs que nous avons au sommet. Mais si ça continue comme ça pourrait encore compromettre, ça pourrait encore enfoncer le peuple dans la misère. Bien, oui, Yaya Diallo, connaissant un peu la situation sociopolitique du pays avec cette insécurité qui passe en plein. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'Assimi Goïta a toutes les cartes de son côté, a tous les arguments pour continuer cette transition? Tous les arguments. Oui, même s'il en avait, c'est des arguments qui ne tiennent plus. Après des coups d'État successifs, puisque c'est de là qu'il s'agit. Le premier coup d'État contre Ibrahim Keïta, Ibeka, et le second contre Bandaou, qui était le président de la transition d'alors. Alors, ils se sont rendus compte que c'était une erreur d'opérer un coup d'État et de placer à la tête de l'État malien un civil qui n'avait rien à faire avec tout ce qui était... Un militaire à la retraite. Oui, un civil. Il devient automatiquement civil. Il retrouve sa civilité. Mais il n'avait pas participé. Il n'avait pas participé alors militairement à cette opération. Ça, c'est clair. Donc, il était inactif. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Et il devient président officiellement, Assimi Goïta et son groupe. Les colonels, c'était tous des colonels, que ce soit le président du CNT, que ce soit le ministre de la Défense, le ministre de l'administration du territoire, bref, tout son staff, ils sont venus pour pouvoir organiser les élections dans des gens équités. Alors, après ça, vous savez très bien qu'il y avait une prolongation du côté de Mali. Les gens ont augmenté. Finalement, la date butoir, c'était le 26 mars passé. C'est donc date à laquelle la transition malienne devrait prendre officiellement fin. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé finalement. Je suis de ceux qui pensent que les forces socio-politiques maliennes se réveillent tardivement. Ils se réveillent sur le tard parce qu'ils auraient dû anticiper pour pouvoir effectivement rappeler, même s'ils le savent, je vais parler de ce qui gouverne aujourd'hui le Mali, ils le savent, pour qu'ils soient situés sur leur sort, parce que de toute façon, une transition, c'est une transition. Bien. Je suis ceux qui pensent qu'ils sont en train de tâter le terrain pour voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a eu assez de réformes institutionnelles ou constitutionnelles, en tout cas, finalement, on s'était rendu compte que l'idée consistait à ce que Assimi Goïta soit candidat et éventuellement rester au pouvoir et continuer ce qu'on appelle ses œuvres ou ses belles œuvres. C'est pas trop. Alors, si c'est comme ça, je suis de ceux qui pensent que les Maliens doivent prendre les responsabilités parce que
Ce que les Maliens vivent, c'est ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est ce que les Nigériens vivent. Ce que les Nigériens vivent, c'est ce que les Burkinabés vivent. Il va falloir qu'ils sont venus pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de mal commun. Je crois que 2 ans, 3 ans, c'est bon pour pouvoir créer toutes les conditions d'une élection libre et transparente. À l'issue de cette élection, les Maliens ou les peuples concernés doivent pouvoir, en toute responsabilité, choisir leur chef. Donc, on ne peut pas venir au nom d'un panafricanisme, disons, sans fondement, vide de sens, vouloir effectivement berner et faire plus que ou pur de ce qu'on a voulu décrier ici et là, c'est-à-dire que les Occidentaux. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, le Mali est confronté à plusieurs problèmes, notamment le délestage du courant électrique. Comme la Guinée. C'est-à-dire que c'était jamais vu. Oui, la Guinée, on peut dire que c'est... on a les nuits, au moins. On peut dire qu'avec Alpha, il avait quand même pu résoudre un certain nombre de problèmes. Mais au Mali, il n'avait pas ce problème-là. Ils étaient tellement habitués à ces conforts-là que ce n'était plus imaginable que pendant plus de 13 heures, 14 heures comme ça, qu'ils soient privés du courant électrique. Donc, voilà, entre autres choses, des problèmes les problèmes qui s'accentuent autour de la junte malienne. Aujourd'hui, vous avez vu, on n'assiste plus au bruit. Et c'était une stratégie, je comprends la stratégie des forces politiques maliennes, celle qui consistait à dire, bon, on va essayer de voir de quoi ils sont capables. On ne va pas mettre de la pression, on ne va pas appeler à manifester pour ne pas qu'on dise effectivement que les gens puissent de travailler. Ils ont eu tout le temps possible pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois qu'ils doivent... On appelle ça l'histoire retiendra. Effectivement, ils doivent se rendre compte qu'à l'évidence, aujourd'hui, ils ont montré les limites. Et la logique voudrait qu'ils organisent les élections inclusives. Parce que là, il y a un précédent dangereux qui semble effectivement se pointer ou se répéter au Mali. On a dissous cette association qui regroupait plusieurs sous-associations qui dirigeait l'imam Diko. Pour quelle fin? On n'en sait absolument rien. On a dissous l'association des élèves étudiants du Mali qui jouait rôle de contre-pouvoir au niveau du Mali. Pour quelle fin? On n'en sait absolument rien. Je crois que c'est à l'issue de tout cela toutes les voix dissonantes que ces partis politiques se réveillent, parce qu'ils savent que quand cela passe, on passera forcément par les partis politiques, notamment peut-être les plus embêtants. Donc bienvenue la dictature. Tout à fait, pour pouvoir effectivement asseoir le pouvoir. Donc au Mali, on parle plus de 80 partis politiques et associations. Moi, j'ai entendu certains rappeler à la jeune, même si c'est avec un langage diplomatique. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils aient le courage d'appeler le chat par son nom. Bien. Nous sommes dans une situation où il faut absolument sauver les transitions dans nos sous-régions. Les réactions d'auditeurs et téléspectateurs qui participent aussi au débat sur le 629 95 67 67. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintin Djambouria dans Kama, dans mon village natal. Sonko doit faire beaucoup attention face à Bassirou Faye, car je ne crois pas à la jeunesse africaine. Je préfère les vieux par rapport aux jeunes. Il faut féliciter les institutions sénégalaises, surtout leur président de la Cour constitutionnelle qui a oser dire la vérité et sauver le peuple sénégalais. Mais le RPG a combattu quel façal pour obtenir leurs sales besoins. Mais Mamadou Bangoura est en prison comme il a choisi l'argent au lieu du peuple. L'ancien président de cette cour constitutionnelle, sa place est dans cette prison. Ils doivent être en prison. La CEDEAO ne peut plus influencer les jeunes dans notre sous-région. On attend Mamadi Doumbouya au lendemain du décembre 2024. C'est Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Koloma qui nous écrit ce message. On va avec d'autres réactions d'auditeurs et téléspectateurs qui sont nombreux ce matin. Bonjour Kavi Média, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Yaya pour dire que le cas des anciens contractuels est très délicat. On a non seulement gonflé le nombre réel, mais aussi et surtout il y a beaucoup de faux anciens dedans. Donc je pense qu'il faut décanter la situation avant d'engager ceux qui le méritent. Il y va de la bonne santé de l'enseignement, il écrit en Guinée. S'il vous plaît, les grands débatteurs, soyez pertinents dans vos analyses, car vous êtes suivis par beaucoup d'intellectuels. Bravo à Monsieur Yaya pour ses bonnes analyses. Kotoso depuis Lambani Conakry. Merci Kotoso. Et je pense qu'il a reçu déjà le message, Yaya. Bonjour à tous, les meilleurs de leur génération. Abdallah, je crois, on commence à sentir
dire le deuxième, Akila Ali Badara, qui est dans Soko. Mon frère, celui qui n'a pas fait la guerre ne peut jamais connaître le sens de la paix. Il fait la fierté de tous les dirigeants africains. Vive Assimi Goïta, vive le Mali. MG puissant qui nous écrit ce message. J'aimerais dire au CNRD, le vrai développement de la Guinée passera dans le domaine agricole et non minier. Nouba, depuis Anta, qui nous laisse cette autre réaction. Le bonjour Kavi. En Afrique, au nom du peuple, on écrase le peuple et pourtant tout est pour le peuple. Mais fort malheureusement, le système est plus stratège que le peuple qui à son tour reste inerte. Dommage. Abdoulaye qui nous laisse cette autre réaction. Continuez avec vos réactions. Tout à l'heure, nous recevons notre invité de ce matin. Nous parlons de la situation des Guinéens et Guinéennes du côté de l'Égypte. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son fournier. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dernière partie de cette émission, le scanner, vous le savez déjà, vous êtes sur l'ensemble synchronisé de nos médias, sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. Vous nous regardez à la télé, c'est sur le 113, le numéro 113 du bouquet Star Times, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pourrez retrouver notre page officielle, groupe Kavi Média, Kavi TV, sur l'ensemble synchronisé sur notre site d'information, siamainfo.com également. Vous pourrez nous écouter ou nous regarder de ce côté. Je vous l'annonçais, le calvaire continue pour les sans-papiers en Égypte, persécutés, violentés puis emprisonnés. Ceux qui sont sans titre de séjour vivent la peur au ventre. La situation va de mal en pis. Ils sont de diverses nationalités, dont des Guinéens qui se trouvent en prison. Comment en est-on arrivé à ce stade? Nous recevons ce matin Madame Mariam Mané. Dame Mariam Mané est la première secrétaire chargée aux affaires extérieures du bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte, section féminine du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte. Madame Mané, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci. On parle de la situation des Guinéennes, notamment vivant du côté de l'Égypte aujourd'hui, qui s'empire, qui va de mal en pis, je l'annonçais tout à l'heure. Aujourd'hui, dites-nous, que se passe-t-il de ce côté? Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Vous savez... Allez-y, le micro, oui, un peu. Oui, allez. Je vais un peu revenir en arrière. Je fais partie de la section féminine du Conseil des Guinéens d'Égypte. Donc, depuis le début, le Conseil avait constaté qu'il y avait fréquemment d'arrestations. Il y en avait, mais au mois de novembre, les arrestations se multipliaient. Donc, la première des choses que le Conseil a fait, c'est de sillonner les prisons pour voir pourquoi les causes de ces arrestations massives. Ouais. Donc, effectivement, les autorités égyptiennes sont prononcées, soi-disant, c'est par faute de séjour. Allez-y. C'est par faute de séjour. Donc, le Conseil n'est pas resté en vain avec son président, M. Abdallah Sow. Directement, ils ont saisi l'ambassade. Ne sois pas étonné, c'est mon nom. Ils ont saisi l'ambassade. Oui.
De ce fait, entre-temps, nous avons mis en place une commission d'arrestation. Ouais. Donc, qui est dirigée par le vice-président du conseil, M. Ibrahim Khalil Silla. Donc, vu que la situation ne changeait pas, donc l'ambassade n'est pas restée en vain. Le chargé d'affaires est parti vers les autorités égyptiennes. Oui. Donc, il a été reçu par la section consulaire africaine des affaires étrangères des Égyptiens, je veux dire. Oui. Donc, de ce fait, ils ont, comment dirais-je, le chargé d'affaires, leurs affaires parlent de la situation. Effectivement, ils sont au courant. Oui. Sur leur loi, donc ils ont fait comprendre aux chargés d'affaires qu'ils ne peuvent pas changer leur loi juste à cause de la Guinée. Donc, après le retour du chargé d'affaires, il a appelé tous les représentants des différentes structures qui se trouvent en Égypte. Donc, après ce compte rendu, franchement, maintenant il était question de faire en sorte que, puisqu'il y a un autre problème qui se pose. Oui. Avant, les pénalités se payaient en livres égyptiens, mais avec toutes leurs lois, donc ils ont changé même ce mode de paiement, donc c'est en dollars. Les banques ne livrent pas le dollar, toutes les banques de rechange sont fermées, en plus le marché noir est menacé. Donc c'est une situation qui est difficile pour les Guinéens qui veulent retourner chez eux. Donc la question qui a été posée, mais comment est-ce que ceux qui sont dans cette situation-là peuvent se retourner chez eux? Donc, pour une deuxième fois, le chargé d'affaires a pris l'initiative. Il est parti vers les autorités égyptiennes et la section consulaire africaine. Donc, le monsieur lui a fait comprendre, parce qu'il était question de faire exemption aux pénalités. Il y a des Guinéens qui sont là-bas, qui veulent rentrer, mais c'est affaire de pénalités qui cause problème. Oui. Puisque, déjà, imaginez-vous, 5 ans, 10 ans, tu veux rentrer chez toi, tu es obligé de payer 5 millions ou 10 millions. Mon Dieu. Donc, les gens n'ont pas ce moyen-là. C'est à cause de ça que les gens sont bloqués. Comme l'avait annoncé sur le site du ministère des Affaires étrangères, après le recensement qui a été effectué par l'ambassade, il y a 10 000, et à ce moment-là, il y a 1000 Guinéens qui sont prêts à rentrer, mais n'ont pas de moyens de rentrer. Donc, c'est à cause de tout ça là que l'ambassade a fait ce déplacement. Mais les autorités égyptiennes ont affirmé qu'ils comptent même partir aux vitesses supérieures. Puisque quand ils ont mis leur loi en place, c'était jusqu'au 13 mars. Donc, tout étranger qui sera pris sans papier de séjour doit passer une peine de 5 ans en prison, puis payer une amende de 5 ans? Oui. Et puis payer une amende de 500 livres. 500 000 livres, imaginez-vous. 500 000 livres, ça fait combien en francs guinéens? Puisque vous pouvez l'évaluer. Estimation. Ou en dollars? 1000 livres en francs guinéens. Parce que 50. 50 combien? Oui. 50 millions? 50 millions. 50 millions d'amende? Oui, 50 millions. Et imaginez-vous, à l'époque, leur monnaie n'avait pas chuté. Oui. Donc, c'était des 70 millions. Imaginez-vous. Mais à l'heure, là, comme la monnaie a chuté, donc on a arrondi à 50 millions. Donc, après tous ces comptes rendus, donc, le conseil n'est pas resté en vain. Donc, le conseil a commencé franchement à sensibiliser les gens, de faire très attention, de rester chez eux. Puisque, imaginez-vous, tu restes chez toi, même, comment dirais-je, même sortir pour chercher à manger, c'est des problèmes. Il faut faire beaucoup d'attention. Sinon, si tu ne fais pas attention, on va te prendre. Même hier, on avait pris 2. Oui, j'ai vu votre message. Oui. Même hier, on avait pris 2. Et puis avant-hier aussi, on avait pris 2. Donc, chaque jour, les arrestations continuent. Maintenant, que fait le bureau pour éviter que ces Guinéens et Guinéennes ne se retrouvent dans cette situation? Puisque vous parlez de loi, en matière de loi, honnêtement, c'est très difficile d'en débattre puisque les lois égyptiennes restent les lois égyptiennes. Et vous, avant d'y être, vous savez déjà ce que vous courez. Donc, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre bureau? Qu'est-ce que vous faites pour faciliter l'obtention des titres de séjour? Est-ce que les autorités égyptiennes de gré refusent d'octroyer des titres de séjour aux étrangers? Au fait, la question là, elle est très intéressante. Pourquoi on prend les gens sans séjour?
Puisque la condition d'obtention du séjour est devenue compliquée. Et puis, c'est devenu cher aussi. Donc, pour une année, il te faut payer $1000. $1000, ça fait 10 millions. Oui, ça fait 10 millions. Environ. Imaginez-vous, le marché noir est menacé, les banques ne livrent pas le dollar, donc c'est compliqué. Et on ne peut pas fabriquer les billets dans la exactement, maison. Exactement. Et puis même, non, il faut payer en dollars et non dans leur monnaie. Oui, même je vous dis, même le mode de paiement des pénalités a changé. C'est en dollars qu'on paie à l'heure là. Pas dans leur... Non. Là, ça dépendra du nombre d'années que vous avez effectué sur leur territoire. Alors, vos relations, votre lien avec l'ambassade en question, parce qu'on avait reçu certains qui nous parlaient, qui nous expliquaient l'inaction de l'ambassade, de toute son administration au niveau de l'Égypte, qui était quasi absent. C'est très important, mais attendez, je vais revenir sur sa question. Après, je vais revenir sur votre question. Allez-y. Depuis le début, d'ailleurs, comme je le disais tantôt, le conseil nous a mis en place un comité d'arrestation dirigé par le vice-président, M. Ibrahim Khalil Silla. C'était initiative du président du conseil. Donc, après la mise en place, donc, vu que les arrestations se multipliaient et puis, c'est leur loi. Comme ils l'ont confirmé, ils ne peuvent pas le changer pour les Guinéens. Donc, ils comptent même passer aux vitesses supérieures. Donc, le président du conseil a initié à trouver un avocat pour la communauté, pour les gens qui veulent rester. Mais la condition qui se pose est qu'il faut avoir un enfant de 4 ans inscrit dans une école reconnue par l'État. Donc, par le biais de ton enfant, la maman ou le papa peut avoir le séjour sans problème. Il faut payer aussi les frais de l'avocat, les frais, comment dire, les services de l'avocat. Voilà. Donc, il y a ça. Oui, allez-y. Donc, la troisième des choses, vu que franchement, les prisonnières n'ont pas de moyens, les conditions de la prison sont très très difficiles. Donc le conseil avec le bureau des femmes, ils sont mobilisés eux-mêmes d'abord. Ils ont pris des trucs, comment dire, ils ont mis la main à la poche. Oui. Donc, pour trouver les habits, puisqu'à l'heure là c'est l'hiver, c'est pas facile. Donc quand on te prend avec comment dire, ce que tu portes, donc c'est ce qui sera sur toi jusqu'à ce que tu puisses sortir. Donc c'est pas les conditions ne sont pas favorables. Donc ils ont acheté comment dire, les habits, la nourriture, puisque imaginez-vous, la nourriture elle est servie une seule fois par jour. Et puis c'est de la nourriture périmée. Dans les prisons égyptiennes. Oui, c'est de la nourriture. Vous avez la preuve de ce que vous dites là, madame? Parce que oui. Au fait, moi-même, je suis passée par là. J'ai été une victime. D'accord. Là, c'est bien compris. Voilà. Malgré que j'étais dans le bureau. Donc, pour une première fois, cela revient la question de M. Yaya. Donc, quand le conseil avait pris l'initiative là, donc les trucs qu'ils ont trouvés, la nourriture, les vêtements, avec les quotas qu'ils ont demandé à la communauté, ils ont parti présenter ça à l'ambassade. Qu'est-ce que vous voyez? Donc l'ambassade aussi à leur tour, ils ont continué à distribuer. Mais jusqu'à présent, le conseil ne cesse pas d'apporter de la nourriture aux prisonnières et puis aussi des vêtements aussi aux prisonnières. Mais vous personnellement, comment vous vous êtes, en tout cas si vous avez fini là, comment vous vous êtes retrouvé en prison? Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les membres du conseil, la plupart des gens, leurs pénalités sont expirées. Donc, il y a certains qui n'en ont pas. Donc, titres de séjour? Voilà. Donc, les titres de séjour ils sont expirés et puis il y a certains aussi qui n'en ont pas. Et puis, c'est pas aussi ce qui empêche les membres du conseil de faire leur travail, puisqu'ils font le travail de la communauté. Voilà, au péril de leur vie. Donc, moi, c'était dans ça qu'on m'a pris parce que j'avais pas le séjour. C'était expiré ou vous n'aviez jamais eu? Non, c'était expiré. J'en avais, mais c'était expiré. Donc, vous étiez dans la phase de renouvellement après et on vous a chopé? Bon, j'étais sur le point de me retourner. En Guinée? Oui, après voir maintenant de repartir.
Mais maintenant, expliquez-nous vos conditions. Puisque vous aviez été arrêté, je pense que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous décrire un peu les conditions et de détention et d'arrestation du côté de l'Égypte. Vous savez, quand on vous arrête, on vous demande le passeport. Même si tu présentes le passeport, on t'embarque. Avant, les gens avaient compris que c'était parce que les gens qui rentrent sur leur territoire, sans aucun papier, puisqu'il y a le Soudan à côté, donc avec la guerre, et puis Palestine et Israël. Donc, mais là, c'était pas ça, puisque quand on nous a arrêtés, on te demande d'abord affaire de dollars. Donc ça revient toujours. Les gens se posent même la question, est-ce que c'est pas parce que le pays est en crise? Exactement. Ils ont besoin du dollar, c'est pas à cause de ça qu'ils sont en train de bousculer les étrangers pour avoir le dollar. On te demande, tu as dollar, tu as fait échange avec quelqu'un, la personne elle est où? Moi-même j'ai dit, là où je suis comme ça là, je suis prête à sortir de votre territoire, mais j'ai pas de dollars, je cherche, je sais pas là où trouver. Donc j'ai même expliqué aux policiers, j'ai dit, le jour que vous m'avez pris aujourd'hui, au moment que vous m'avez pris, donc là j'attendais quelqu'un pour qu'on passe à prendre mon billet. Voilà, et madame, moi, vous entendez... Non, c'est pas fini. Dans ce qu'on va la laisser finir parce que c'est l'arrestation. Oui, d'abord. Donc, on nous a envoyés dans un commissariat. Et puis, de là-bas aussi, on nous a laissés au dehors. Des fois même, on vous met même pour attendre. On était restés dans la cellule. Dans la cellule garde à vue. Voilà, dans la cellule des garçons avant de nous transférer dans la cellule des filles. Donc nous sommes partis là-bas. Le lendemain, on a fait 5 jours, imaginez-vous. Chaque fois, on nous enchaînait pour faire le tour. C'est comme ça que je dis, pour faire le pèlerinage. Mais les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, comme sont les gens qui sont trop stricts. Donc il y a beaucoup de procédures qu'il faut respecter. Donc il y a beaucoup de procédures que vous allez passer forcément. Donc après cette procédure-là, d'abord on va vous demander, quand pour la première fois, on vous envoie d'abord chez un juge, là on vous demande, vous voulez rester ou bien vous voulez partir. Puisque avant, ça rejoint toujours le problème des dollars. Avant, quand on te prend, on ne te demandait pas, tu veux rester ou bien tu veux partir. On te dit seulement, il faut que tu ailles, puisque tu n'as pas le séjour, mais on te demande, tu veux rester ou bien tu veux partir. Maintenant, si tu dis que tu veux partir, là, on te laisse partir. Mais quand tu dis que tu veux rester, là, tu seras obligé de payer les $1000 avec les frais des services de l'avocat. Et $1000, c'est pour combien de temps? Pour une année? C'est pour une année. Une année. Et l'avocat coûte combien? Ça dépend, 200, 300, $400. Selon les négociations. Donc le tout fait 15 millions francs guinéens. Ah ouais. Maintenant, dans la prison, est-ce que vous avez été maltraité? Est-ce que vous avez été bien traité? Est-ce que vous avez constaté des cas de viol? Est-ce qu'il y a eu ces propos xénophobes? Parce que vous êtes de peau noire? Non. Là où nous, on a été, il n'y a pas eu ce genre de trucs. Mais il y a de la torture, je vous dis. Vous ne dormez pas 3 à 4 heures. Vous dormez sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite. Là aussi, à tour de rôle. C'est les aliments périmés qu'on vous donne. Puis ce qu'on vous sert là-bas, c'est une seule fois par jour. Donc, avec l'aide des proches et du conseil. Donc, ça permet aussi de je sais pas, je cherche le mot. De survivre. Ok, exactement, d'être soulagé. Maintenant, dites-nous, vous avez été dans une prison ou dans un commissariat? Vous savez, on a été dans un commissariat. Les 5 jours, c'était dans un commissariat, pas dans une prison? Non. D'accord. Mais ces Guinéens-là, qui sont ces Guinéens? Bien. On arrête là. Est-ce que ce sont des étudiants? Est-ce que ce sont des aventuriers, comme on aime à le dire, des immigrés? Qui sont ces Guinéens-là qui sont en Égypte, qui veulent rentrer ou qu'on arrête? Parmi eux, qui sont-ils? Non, ce sont les gens qui n'ont pas de papiers de séjour. Ils sont arrivés là-bas comment et pourquoi? Non, qui sont arrivés là-bas par voie légale. Bien. Tous ceux qui rentrent, tous les Guinéens qui rentrent sur le territoire égyptien rentrent par voie légale. Maintenant, c'est avoir le titre qui est le problème. Oui, dans ce cas. Voilà, et à entendre parler, madame, quand même, moi, je suis très écœuré, c'est ça la vérité, et que, voyez-vous, que c'est une politique ségrégationniste. Sinon, pour moi, et à vous comprendre, moi, je dirais que c'est pas un problème de dollars,
Sincèrement, parce qu'ils savent déjà que les Noirs subsahariens viennent pour se chercher. Ils savent qu'ils sont devenus pauvres. Donc c'est interdire les Noirs de rentrer dans leur pays. C'est ça la réalité. Donc, est-ce que vous avez un conseil, parce que c'est très important, parce que vous êtes en train de mener ici une démarche afin que ces gens-là puissent rentrer et certains puissent être libérés. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux nouveaux qui veulent aller là-bas? Ça, c'est les futurs candidats à l'exil, en Égypte particulièrement. Ou aller même étudier. Voilà, ou même étudier, ça c'est de un. Mais de deux, est-ce que notre champion en matière de diplomatie, M. Maurice Sanda, quand même, s'est impliqué corps et âme pour réellement aussi venir au secours de ces gens-là? Côté égyptien, n'est plus champion. Vous savez, chaque fois, l'ambassade nous fait savoir que le ministère est au courant. Donc, le ministère est en train d'œuvrer. Moi-même, j'ai rencontré en personne le directeur des Guinéens de l'étranger. Donc, il m'a rassuré qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre pour venir en aide aux gens qui sont en prison et puis aux gens qui veulent rentrer, mais qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent rentrer. Bien. Et les conseils que vous voulez prodiguer, les conseils, parce que c'est important. Il faut pas... moi, je conseillerais à tout le monde, toute personne qui veut partir s'exiler en Égypte, c'est de tout faire avoir le séjour. Quand tu as le séjour là aussi tu es tranquille. Bien. Maintenant, cette autre question. Aujourd'hui, est-ce que au niveau de votre bureau exécutif, vous avez eu à recenser le nombre de Guinéennes qui se trouvent dans des prisons égyptiennes? Exactement, les chiffres sont là. J'en ai dans mon téléphone, mais c'est confidentiel. C'est confidentiel. Oui. Est-ce qu'il y a une centaine? Oui. Une centaine. Donc on peut dire qu'il y a une centaine de Guinéennes qui se retrouvent dans les prisons égyptiennes. Oui. Aujourd'hui, quel est le nombre de prisons que vous avez eu à recenser dans vos constats? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 prisons? 11 prisons. Dans 11 prisons égyptiennes. Oui, Caire à Alexandrie. Wow. Et comment vous faites? Vous faites pour ces personnes? Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des parents ici. Est-ce que vous contactez directement ces parents et autres? Oui, déjà quand on arrête la personne, ce qui fait que le conseil ne se repose pas du tout, nous ne dormons pas. Donc chaque fois nous sommes sur le terrain. Et une fois qu'il est à l'alerte, donc nous nous déplaçons en personne pour aller rencontrer la personne, pour voir si la personne, si elle a les moyens de payer son billet, ok. C'est à elle de dire il faut alerter mes parents ou bien il ne faut pas alerter mes parents. Puisque ce n'est pas facile que tu apprennes ici que ton enfant est emprisonné là-bas. Ou de voir ses photos sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi vous gardez le chiffre confidentiel. Exactement. Et le nom aussi. Ouais. Donc, si la personne elle a les moyens, elle paye son billet. Et celles qui sont enfermées, je vais le dire, je vais le répéter. Depuis qu'on a commencé ces arrestations, il y a eu qu'un seul monsieur qui a été arrêté. Oui. Attention. Oui. Vous voulez me dire que depuis cette vague d'arrestation, il y a eu un seul homme? Oui. Donc que des dames? Oui, que des dames. Il faut signaler aussi, il y a des nourrices qu'il faut partir, les enfants. Imaginez-vous, une fille de 15 ans, pour moi, c'est un enfant. Mais pourquoi ce sont les femmes ou les jeunes dames qui sont arrêtées? Franchement, là, nous-mêmes, on se pose la question. Et comment se comportent les jeunes filles en dehors des cours, en dehors de travail dans la société égyptienne? On se livre pas à d'autres activités? Non. Vous savez, après le travail, je suis toi. Non, même pas ce temps-là, puisqu'il y a ces 26 jours de travail, 4 jours de congé, là, tu es à la maison. Mais vous savez qu'il y a des réseaux qui envoient, qui cherchent des Guinéennes ici pour aller faire des ménages en Égypte, quand même, ça existe. Oui, ça... Quelles sont les activités qui vous menez dans ce sens aussi, pour les aider, les ménages? Pour aider qui? Les femmes de ménage qui sont en Égypte. Vous savez... les makoto. C'est comme ça. On dit les makali. Les makali, pardon. Oui. C'est un travail qui est très complexe. Donc, c'est un travail qui fatigue beaucoup et le conseil, surtout le président. Je vous dis que les gens là ne dorment pas. Puisque quand il y a des problèmes entre une Guinéenne et son makali, donc les premières personnes à alerter sont les membres du conseil. Donc, tant que ce problème-là n'est pas réglé, donc les membres ne seront pas tranquilles. Maintenant, j'aimerais revenir un peu sur la question de M. Yaya. Au fait, le conseil et l'ambassade, il y a pas, comment les gens le disent, c'est pas comme ça, c'est que les gens ne comprennent pas très bien. D'abord, le conseil est un démembrement de l'ambassade.
le conseil est l'interface entre l'ambassade et la communauté. Le conseil est la communauté même, puisque le conseil se trouve au sein de la communauté. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont les techniciens qui sont chaque jour sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a toujours, comment dirais-je, il y a toujours des bons rapports entre le conseil et l'ambassade. À chaque fois, le conseil mène et pose des actes. Ils font, comment dirais-je, le compte rendu au niveau de l'autorité. On nous apprenait que le nouveau ambassadeur ne parlait pas l'arabe et il était confronté à ces problèmes. Parce qu'il ne comprenait pas. Est-ce que vous confirmez cela? C'est même pas un ambassadeur, c'est le chargé d'affaires. Ok. Vous savez, là, je suis pas trop renseignée là-dessus, mais il y a des cadres au sein de l'ambassade qui ont fait leurs études là-bas, qui ont eu la chance d'être embauchés par l'État. Ces gens-là maîtrisent très bien la langue arabe. Donc, je ne crois pas s'il y a un problème, s'il y a un problème qui est lié à ça, quoi. Ouais, ok. Maintenant, vous étiez en Égypte dans quel cadre, madame? Au fait, moi, j'étais partie dans le cadre du travail. En quelle année? C'est en 2000, je crois, fin 2021. Bien. Est-ce qu'on peut dire par là, le plus souvent, ceux qui sont confrontés beaucoup plus vers ce problème du côté de l'Égypte avec papier de séjour, c'est moins les étudiants, c'est plutôt des femmes qui aillent chercher du boulot. Pas les étudiants. Vous savez, les étudiants, automatiques, dès qu'ils sont inscrits dans leur université, ils ont les séjours. Donc, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Donc, pour toujours exprimer tous les actes que le conseil pose, imaginez-vous en ce moment, depuis le début du Ramadan, vous savez, les gens sont assiégés, je peux le dire comme ça chez eux, n'ont pas les moyens pour aller se chercher. Donc, le conseil a pris l'initiative d'organiser une rupture collective pour la communauté. Donc, depuis le début du Ramadan jusqu'à aujourd'hui, les gens partent là-bas au bureau pour faire la rupture ensemble, prier ensemble, puis demander des doigts pour... J'aimerais ajouter encore, on a fait l'alerte, le premier qui a commencé, c'est Ibrahim Lincoln, c'est lui qui est chargé, c'est le premier secrétaire chargé à la communication du conseil. Il avait commencé à donner l'alerte depuis le début, il a été le premier à être à Conakry. Mais ça n'a pas marché. Les autres ont passé après moi. Avant moi, je vais dire, il y a M. Keita. J'ai commencé avec M. Kamara. Donc, il n'y a pas eu de suite. Mais le conseil ne se fatigue pas. Puisque la stratégie qui a été mise en place dernièrement, c'était de sensibiliser les gens à payer leurs zakat pour le Ramadan. Maintenant, ces zakats-là doivent être payés en espèces, en livres égyptiens. Maintenant, la somme qui sera collectée là-bas, donc on va essayer de voir si on peut avoir le biais de 2 ou 3 personnes dedans pour que le nombre diminue. Vous débrouillez avec les moyens de bord. Oui, exactement. Et puis il faut signaler encore, avec ces arrestations, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Il y a des prisonniers qui ont fait 4 mois, 5 mois, même qui ont fait 6 mois en prison. Donc s'il n'y a pas de moyens, le conseil mobilise les gens afin qu'ils cotisent pour ces gens qui sont incarcérés en prison. Le conseil, eux-mêmes en personne, donc nous arrivons nous-mêmes à prendre l'argent dans nos poches pour compléter le billet de certains, ou bien pour cotiser à ce que le billet de certains soit acheté. Bien, peut-être qu'après l'émission, moi je vais te faire voir une photo. Moi j'ai une cousine qui a quitté la Guinée, je pense que c'était en 2020. En 2020, rectifiez-moi si j'ai tort, elle disait qu'elle a eu quelqu'un qui devait l'amener en Égypte. En Égypte, sous condition que la personne devait payer son billet aller-retour et qu'elle devait travailler, elle, sur place. Dès qu'elle a cet argent, que vous étiez bien payé. Bien payé. Le livre égyptien était très fort, donc votre salaire pouvait suffire à subvenir aux besoins de sa famille ici à Conakry. Elle est partie il y a, je pense, 4 ans maintenant. Personne n'a de ces nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes comme ça que vous avez eu à recenser dans le lot qui disent « Non, je ne peux pas appeler ma famille parce que j'ai quitté, d'abord j'ai des dettes. » Parce que moi, j'ai eu à échanger avec elle en 2022. Elle avait une dette. L'intéressé disait, c'est un Guinéen, qu'il fallait d'abord qu'elle paye la dette avant de pouvoir quitter le pays.
Est-ce que vous rencontrez ce genre de cas? C'est juste un cas parmi tant. Exactement, je reviens là-dessus. Ce sont les cas que le conseil gère régulièrement. constamment. Exactement, régulièrement, constamment aussi. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce propos? Parce que c'est des Guinéens là qui traitent des Guinéens. Exactement. Normalement, le conseil n'assiste pas lors du contrat, la négociation du contrat, mais le conseil ne peut pas rester comme ça en vain, voyant les Guinéens se déchirer. Donc, notre premier travail, c'est de faire quoi? C'est d'appeler les deux parties et puis pour trouver aussi un commun accord. Est-ce que vous avez une fois encouragé une jeune fille de Guinée ou une de vos amies à être en Égypte parce que ça allait, il y avait de boulot? Est-ce que vous l'avez fait? Non, je ne l'ai jamais fait. Bien. Tous mes amis peuvent témoigner. Et puis là, je vous invite aussi d'aller sur la page Facebook du conseil. Là, vous serez tout le travail que le conseil est en train de mener avec le bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte. Et puis, pour votre question, en 2017, le conseil avait lancé le communiqué, soit interdisant l'envoi des filles, puisque ça amène beaucoup de problèmes. En 2000 combien? C'était en 2017. Et puis aussi, l'année passée aussi, le même communiqué a circulé. Est-ce que peut-on parler de trafic humain, de l'exploitation de l'homme par l'homme dans cette affaire? Parce que les négociations, l'exemple d'Abdallah, j'en ai connu aussi une fille, la même chose, du même quartier ici, on a passé des années avant qu'il se retrouve. Est-ce qu'on peut parler d'exploitation de l'homme ou de l'homme par l'homme ou de trafic humain? Oui. On peut parler de ça. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, votre appel à lancer, parce qu'on est déjà à la fin de cette émission, votre appel à lancer à l'endroit des autorités guinéennes, que demandez-vous aux autorités guinéennes? Vous, certes, vous êtes revenu en République de Guinée, il y a des centaines de jeunes filles qui croupissent en prison, qui ne mangent qu'une seule fois et des produits, qui mangent des produits périmés une seule fois dans la journée. Que pouvez-vous dire? Quel appel à lancer aux autorités? Exactement, c'est le but même, avoir l'objectif de nos présidents dans les différentes antennes guinéennes, c'est de demander de l'aide pour ces gens qui sont en prison, surtout, puisque ce sont ces personnes-là qui sont la priorité d'abord, de les venir en aide, de faire en sorte que ces personnes-là puissent se retrouver dans leur pays. Bien. Puisqu'il n'y a aucune peine légale retenue contre elles, c'est juste elles n'attendent que leur billet de retour. Bien. En tout cas, merci Madame Mané d'être passée dans cette émission. Oui, merci aussi. Et puis il ne faut pas oublier les personnes de bonne volonté. Il n'y a pas de problème. L'État a beaucoup de charges. Les personnes de bonne volonté aussi, nous lançons un appel solennel pour l'amour du Créateur. Venez en aide à ces filles, je vais dire à ces enfants, à ces nourrices qui sont emprisonnés. Franchement, nous ne comptons que sur vous. Bien, il y a un auditeur du côté de Bofa qui me signale qu'il y a une victime qui est hospitalisée à Bofa et qui a vécu l'enfer du côté de l'Égypte. Donc c'était une alerte donnée par un auditeur ou un téléspectateur. Et malgré cette situation, Abdallah, il y a toujours des filles qui continuent à aller en Égypte. Oui, évidemment, il y en a. Non, moi je ne suis pas renseignée. Mais il y en a. Ce que nous avons constaté, donc depuis ces arrestations massives ont commencé, il y a eu... il y a quand même une baisse. Il y a eu des baisses. Bien, ce qui est déjà compris. Donc, merci Yaya Diallo. Merci, très affecté ce matin, je comprends. Merci Iba Mohamed. Merci Fodé Bangali Dansoko. Merci Madame Mané, merci d'être passée sur ce plateau. Merci d'être passée dans cette émission. Le Scanner, merci à l'équipe technique du jour, à la régie, à tous qui nous ont pratiqué depuis 9h dans cette émission. Le Scanner, on se reprend demain, même heure, même fréquence, avec d'autres actualités, avec la même énergie, il faut le signaler, sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.